Bienvenue à toutes et à tous dans Elle d'Afrique, le rendez-vous sur Médien TV qui donne la parole aux femmes africaines pour raconter l'Afrique autrement et en toute authenticité. Notre invitée aujourd'hui est Rachida Kaout, figure engagée de la diplomatie africaine et des diasporas, présidente fondatrice du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Elle œuvre à renforcer les liens entre l'Afrique et ses communautés à l'international. Donc sans plus tarder, Lala Rachida, bienvenue, un plaisir de vous recevoir. Comment ça va ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien depuis Paris. Et en tout cas, merci pour cette invitation. Merci pour ce petit coup de projecteur. Et puis, en avant, hein. Alors, on y va. Et on commence par quoi ? On commence par votre trajectoire. On y va. Alors, cette rubrique est consacrée, Rachida Kaout, justement au parcours, en fait, ce qui fait de vous la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, ce qui vous a construit, a commencé par votre naissance dans la région de Bni Mellal. Vous êtes née en mars 77 à Ouled Yaïch, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, exactement, dans la région de Bni Mellal, au pied des montagnes du Moyen Atlas, tout à fait. Et vous êtes partie en France très très petite. Oui, je suis partie, j'avais à peine 3 ans et du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance de respirer l'air de mes montagnes, de manger mes premiers produits bio, pur jus du terroir d'El Bni Mellal. Donc ça a été aussi, je pense, ce que j'ai eu aussi en héritage et puis qui a forgé en fait la femme que je suis aujourd'hui. Alors justement, ce départ, 3 ans après votre naissance, il s'est fait dans quel contexte ? Moi, mes parents, donc j'avais mon père qui était déjà en France, qui était venu très très jeune, voire il était adolescent plutôt, et parce que j'avais une partie de la famille qui était déjà à Paris. Et donc mon père, après le décès de sa maman, a rejoint sa tante, donc qui habitait à Paris, et suite à cela, en fait, donc à moitié, j'allais dire orphelin, parce que malheureusement au Maroc, quand une femme décède à cette période-là, en fait, l'homme se remarie, et mon grand-père s'était remarié avec une jeune femme, donc pour s'occuper en fait du reste de la fratrie, de la maison, de l'exploitation. Enfin, c'est dans la région de Bni Mellal, là où je suis, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, elle ne pouvait pas s'occuper en fait de tous les enfants. Alors, la tante, la sœur, si vous voulez, de feu ma grand-mère, s'est occupée de prendre en charge en fait donc mon père et mon autre tante. Donc voilà le contexte en fait qui a fait que mon papa est arrivé en France, à Paris, et tout de suite en fait elle lui a mis le pied à l'étrier dans le milieu entrepreneurial, puisqu'elle lui a donné les clés d'un restaurant. Donc pas dans n'importe quel endroit. C'est vrai qu'elle lui a donné un très beau restaurant rue du Colisée dans le 8e arrondissement à Paris, et ça a été le début d'une aventure pour un jeune adolescent venu du Maroc, venu vraiment de sa région où l'entrepreneuriat n'était pas vraiment démocratisé. C'était plus en fait des exploitations agricoles, c'était plus j'allais dire vraiment ça tournait autour du terroir tout simplement, et puis de toutes les petites aides qu'on pouvait apporter. C'est pas quelqu'un qui a fait des études, c'est comment on dit, quelqu'un qui s'est fait sur le terrain. C'est un homme qui a appris en fait justement tout sur le tas, donc à compter, à gérer, à faire grossir donc les sociétés, parce que l'aventure du restaurant n'a pas été la seule. Il a été ensuite propulsé dans ce monde de l'entrepreneuriat en montant d'autres restaurants. Et après une très belle success story, puisque il a ouvert après d'autres entreprises, toujours dans l'agroalimentaire. Et c'est justement plus qu'un exemple. Je vous raconte un peu cette histoire parce que tu viens de nulle part, t'as pas forcément fait d'études. Il suffit juste en fait de quelqu'un pour te donner un petit coup de pouce. Et en l'occurrence, c'était donc sa tante. Et ça peut considérablement changer ton destin. Et c'est ce qui s'est passé. Et en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à partager cette petite histoire avec vous. Alors justement, on va parler d'entrepreneuriat parce que vous en avez fait aussi. Mais avant, vous avez travaillé en entreprise, c'est bien ça ? Après le bac, Oui. après les études ?
Oui, ouais. Moi, je viens du milieu du privé. Donc, après mes études, j'ai travaillé pour de très belles, on va dire, structures. J'ai démarré avec Merrill Lynch, j'ai fait L'Oréal, ensuite, donc dans les ventes privées sur Internet, au tout démarrage, au tout début du digital, du e-commerce. Donc dans le commercial, c'est ça? Alors, dans la gestion de projet, et effectivement, le commercial faisait partie de mes prérogatives. Donc, j'ai mis en place des cellules d'achat from scratch, de A à Z. J'ai mis en place aussi des structures pour pouvoir gérer et suivre les ventes. Donc, ça a été vraiment, à chaque fois, ça a été des projets embryonnaires que justement je développais et pour les emmener jusqu'à l'âge adulte. Et puis après, je passais à un autre service au sein des différentes structures que j'avais intégrées. Ça a été très formateur parce qu'on découvre l'entreprise à 360 degrés. Ça veut dire qu'on a une vision qui vous permet après, par la suite, d'avoir finalement des solutions si vous voulez développer la société, si vous voulez ouvrir de nouveaux marchés ou encore restructurer la société. Donc oui, mon parcours, en fait, ça a été vraiment des entreprises très importantes où j'ai notamment travaillé sur le développement à l'international pour le groupe Bernard Tapie, où j'ai eu la chance de travailler sur le continent africain, d'où aussi cet amour qui m'est venu par la suite pour le continent africain et pour tous ces pays qui sont demandeurs en fait de croissance et qui ne demandent qu'à avoir des expertises. Et finalement, en fait, nous en sommes là aujourd'hui. Et finalement, tout est lié et c'est ça qui est incroyable. On revient peut-être sur l'entrepreneuriat parce qu'après le privé, il y a eu l'entrepreneuriat. Moi, j'ai 2 questions par rapport à ça. La première, est-ce que ça a fait aussi la fierté de votre papa ? Puisque lui, très jeune, s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et ma deuxième question, elle est liée à votre expérience d'avant. C'est-à-dire, quand on travaille dans un grand groupe, dans de grands groupes, est-ce que c'est plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Là, je vous dirais clairement, je vais vous faire du Rachida, donc non, pas du tout. Quand vous travaillez, je suis assez directe et cash. Quand on travaille au sein de grands groupes, malheureusement, et j'ai fait l'expérience, donc pour avoir travaillé chez L'Oréal, aussi chez Sanofi Synthé-Labo, je peux vous dire que c'est compliqué parce qu'en fait, vous êtes affecté à une tâche. D'accord, même si vous avez fait vraiment bac plus 7, plus 8. Donc, vous avez des tâches, vous répondez en fait à des ordres qui viennent en fait, si vous voulez, d'en haut. Ça veut dire que ça répond à une stratégie de groupe, une stratégie d'entreprise, qui est normale. Jusque-là, on ne critique pas. Mais si on parle en fait au niveau personnel, en termes d'épanouissement, en termes justement d'évolution, je déconseille, mais fortement. Bien sûr qu'il faut peut-être faire des stages, on va dire ça comme ça. Mais si on veut vraiment s'épanouir, grandir et avoir de véritables expertises, et je vous le dis, et je sais de quoi je parle, il faut faire les startups. Il n'y a pas meilleur. Et en plus, vous savez, vous accompagnez en fait une entreprise qui évolue, qui grandit, et vous apprenez surtout les difficultés, vous apprenez en fait à comment gérer les difficultés, et en même temps, en fait, c'est de la passion. C'est pas je viens, je commence mon boulot à 9h et je pars à 18h. Donc, vous voyez, regarde souvent la montre, parce qu'il n'y a rien d'excitant. Après, tout dépend des personnalités. Je dis ça, en fait, pour des personnalités comme moi qui, pour le coup, ont besoin de trouver du sens dans leurs engagements, ont besoin, en fait, de vibrer et puis d'être passionné, de voir, en fait, éclore le fruit de votre travail. C'est ça, en réalité. La réponse que je peux donner, c'est celle-ci. Et puis, les grands groupes vous apportent en fait tout simplement, j'allais dire, l'apprentissage de la structuration. Oui, voilà, c'est vrai, ça m'a servi à ça, de la structuration des différentes, j'allais dire, strates, on va dire ça comme ça, qui gèrent ci ou ça. Voilà, mais souvent, ce sont des usines à gaz, et je peux vous dire que aujourd'hui, j'ai une société de consulting et de développement qui accompagne justement des petites et des grandes structures. Et parfois, quand vous faites des due diligence au sein de ces entreprises, je peux vous dire qu'il y a énormément de postes qui sont des pertes sèches pour l'entreprise, mais elles ne s'en rendent même plus compte parce qu'en fait, elles sont tellement dans une logique de groupe
que on en oublie l'essentiel. C'est ce que je dis. Moi, ça m'attriste parce que ce sont autant de postes, si vous voulez, qu'on peut réaiguiller vers des projets liés au développement, à la formation, à l'accompagnement des femmes, donc, et rester dans cette chaîne vertueuse, intelligente et en même temps productive. Et par rapport au papa, j'ai pas eu la réponse. Alors, par rapport au papa, il est très, très fier parce qu'il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc, en gros, ma fille, à chaque fois qu'elle rentre dans une entreprise, elle essaie de comprendre comment ça fonctionne et puis au final, elle essaie de révolutionner parce que c'était un peu comme ça. J'avais pas compris qu'en fait, il fallait respecter des chaînes parce que quand on est avec cette fougue, donc on débarque dans le bureau et puis là, tu arrives, tu dis, non mais attendez, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel, faut faire ça comme ça. Là, on vous regarde et la première chose, c'est que que pensent les gens, c'est ah mais attends, mais elle veut me prendre mon poste ou c'est comment? Alors qu'en réalité, non, c'est parce qu'en fait, je vis pleinement en fait ce que je fais au sein de ma fonction et je cherche nullement ni à prendre le poste de qui que ce soit, ni encore à tuer qui que ce soit, parce que souvent on pense aussi que vous voulez les écraser, vous voulez monter, mais pas du tout, c'est pas comme ça. Alors mon papa, oui, il est très fier et puis il se dit mais où est-ce qu'elle va s'arrêter aujourd'hui? Elle passe. Alors par rapport à ça justement, par rapport à où est-ce qu'elle va s'arrêter, parce que en fait on a 26 minutes pour discuter de tout ça, et ce qui est impressionnant, c'est que bien sûr que 26 minutes c'est pas suffisant avec vous, Rachida. Je suis obligée d'aller un peu plus vite et pour arriver à la politique en fait. Alors. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce monde? Et j'avais envie de vous poser cette question depuis le tout début de notre entretien. À quel moment vous êtes-vous considéré comme faisant partie d'une diaspora? Alors la politique, en fait, c'était complètement loin de mes radars parce que évidemment, je me suis jamais, évidemment, non, on va pas dire évidemment, mais j'étais pas intéressée par la chose politique. Jusqu'à il y a maintenant jusqu'au premier mandat en fait d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, pour moi, les politiciens, donc à l'époque, je pensais que c'était vraiment que c'était des gens qui servaient pas à grand chose, dans le sens où ça fait que parler, ça fait que des effets de com, et puis en même temps, au final, ceux qui font réellement bouger les choses sur le terrain, c'était le milieu associatif dans lequel j'étais aussi pleinement engagée. En parallèle de mes activités professionnelles. Donc, moi, j'avais, si vous voulez, une vie tranquille de femme entrepreneur, de femme engagée au niveau associatif, de maman aussi, jusqu'au jour où je reçois un coup de fil, en fait, de La République En Marche à l'époque, et qui me propose de les rencontrer parce qu'ils avaient mené une campagne au niveau national qu'on appelle la campagne des 1000 talents. Et lors de cette campagne, en fait, ils identifient des personnalités sur le territoire français pour pouvoir accompagner cette fameuse dynamique d'Emmanuel Macron qui se présentait pour être président de la République. Je vais vous dire après, en réalité, donc je leur ai dit, je vous rappelle. Et je suis allée voir un petit peu qui est Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose, et puis comment ça fonctionne, etc. Bon. Et là, après, je découvre en fait un homme qui me parle parce que c'était pour moi le message de la Startup Nation. C'était frais, c'était dynamique, c'était dans l'air du temps, voilà. Et en même temps, ça correspond à ma fibre, celle en fait du dynamisme, celle de l'action, du terrain, voilà. Donc c'est pour ça que je les ai revus 6 mois après. Et puis ensuite, on est rentré dans les discussions sérieuses. Et au final, ils m'ont dit, écoutez, voilà, on a envie que vous soyez la première femme investie pour la première campagne des municipales du mandat d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, ah bon? Et puis, j'ai dit, écoutez, OK, avec grand plaisir. Mais en gros, c'est quoi le mode d'emploi, quoi? Et puis là, on me dit, on va vous rentrer en fait dans un institut politique qui s'appelle Tous Politique. Vous allez apprendre un petit peu les bases de qu'est-ce qu'est la politique, comment ça fonctionne. C'est bon, génial, ok. Je prends donc du temps sur mon agenda parce que du coup, quand on s'engage, on s'arme quand même parce que là, c'est pas de la rigolade. On s'engage pour nos concitoyens, on s'engage pour des familles, pour des jeunes, pour des mamans, pour des personnes âgées. Donc, on peut pas y aller comme ça en fait, comme je dis, vraiment à la one again. Faut y aller
en ayant quand même un certain bagage et surtout la connaissance de comment on y arrive. Voilà, comment on arrive en fait à gérer les problèmes et les revendications, mais aussi les propositions de toutes les personnes en fait qu'on va côtoyer. Voilà, donc démarre l'aventure politique et donc, je suis propulsée au devant de la scène lors d'une conférence de presse, la première conférence de presse pour le lancement des municipales. À vrai dire, je ne savais absolument pas comment parler ni comment dire. J'étais impressionnée et en même temps projetée comme ça sur le devant de la scène. Et donc, on s'adapte parce que faut faire le job. Faut faire avec, exactement. Quand on s'engage, on assume. Donc du coup, tu peux pas quitter le navire en disant non mais attendez, non je suis un peu effrayée, je savais pas que c'était comme ça, ça va trop loin, ça va trop vite, parce que c'était ce que ma tête en fait voulait complètement. Alors est-ce que c'est de là qu'est né le Haut Commissariat des diasporas africaines de France? Alors oui, de la politique, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai cheminé, après l'élection des municipales, donc j'ai réussi à fissurer le mur communiste dans la ville d'Ivry-sur-Seine en prenant donc des sièges pour la majorité présidentielle. Ensuite, j'ai fait les régionales auprès de Gabriel Attal et ça a été une course pour moi en fait et un apprentissage. Et suite à cela, en fait, j'ai pris la direction, on va dire, du comité de réélection pour le 2e mandat d'Emmanuel Macron. Donc, on a mené la campagne de réélection. Donc, je l'ai pilotée. Ça a été exceptionnel. Une présidentielle, c'est juste fabuleux. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc, et puis après arrive la période, en fait, des législatives où je me dis, tout naturellement, moi aussi, j'ai envie de me présenter parce que l'Afrique, parce que mes engagements en Afrique, parce que binational et donc effectivement c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que il y a une circonscription qui me parle. C'était la 9e circonscription des Français de l'étranger, dont le Maroc et tout le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest. Il y a 16 pays au total. Je m'engage dans cette course. Je rencontre énormément de monde, énormément de binationaux, énormément de franco-marocains aussi, parce que le Maroc est effectivement un pays où les franco-marocains sont nombreux, mais aussi les Français, parce qu'énormément de Français vivent au Maroc. Et là, je suis piquée. Et 6 mois de campagne. À l'issue des 6 mois, en fait, juste 3 semaines avant le premier tour, le parti m'appelle et on me dit, écoute, les investitures sont tombées 3 semaines avant le premier tour et c'est Elisabeth Moreno qui a été investie. Donc, ma petite Rachida, tu vas repasser ton tour parce que la ministre sortante vient d'avoir l'investiture. J'étais à Dakar. Je peux vous dire que ça a été très difficile pour mes équipes parce que c'est pas Rachida Kaout en fait qui fait campagne pour elle. C'est toutes mes équipes qui étaient sur le terrain dans les 16 pays, qui étaient donc engagées non-stop, et surtout toutes ces personnes aussi qu'on avait rencontrées, parce que tu peux pas arriver et dire bon alors écoutez mon parti a investi quelqu'un d'autre, donc on a parlé de tes problèmes, c'était très personnel, il y avait des choses qu'on a partagées, mais vraiment moi je suis une émotive donc du coup tu peux pas en fait, c'est pas possible. Alors et Rachida, là, justement la décision. Pardon de vous interrompre, ça c'est extrêmement challengeant et il faut qu'on arrive à cette rubrique parce que je vais être honnête avec vous, on a consommé 20 minutes d'entretien et sur les réalisations, justement sur le parcours, et c'est très peu, mais l'émission a un timing et on est obligé d'avancer. Je vais demander au réalisateur justement de nous donner le jingle de Sans phare et c'est là où on va parler de challenge et on va le faire très très vite, on y va. Alors Rachida, je sais que c'est frustrant pour vous, ça l'est pour moi aussi, et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une deuxième partie de conversation. Je vais être honnête avec vous, j'ai bouffé vos interviews, et dans l'une de vos interviews avec une chaîne africaine justement, vous disiez que votre premier challenge, c'était votre genre. Est-ce que vous, et ça c'était il y a 2 ans, est-ce que c'est toujours d'actualité? Le premier challenge de Rachida, c'est le fait d'être une femme méditerranéenne, d'origine marocaine. Je pense que c'est le challenge de toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment de toute façon dans votre vie où
vous prenez conscience justement en fait j'allais dire des joies ou des difficultés d'être une femme, hein, parce que finalement il y a les deux. Et ça commence dès le petit, dès que vous êtes en fait petite. Voilà. Donc effectivement, quand on est en politique, quand on s'engage, quand on crée des choses en fait et qu'on va aussi à contre-courant, comme la création du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, je peux vous dire que quand vous êtes une femme, c'est très difficile. Donc évidemment, le premier challenge en fait, il est face en fait à ce que vous êtes. Donc soit vous le relevez, ou soit en fait, eh bien vous tournez les talons et puis en fait, voilà, vous abandonnez. Mais en tout cas, oui. Ça a été un très, très gros challenge et il a fallu en fait redoubler d'efforts parce que vous redoublez d'efforts et vous tapez aussi à toutes les portes parce que en réalité, quand vous êtes une femme, sur 10 portes en fait auxquelles vous tapez, eh bien, il y en aura une qui va s'ouvrir. À la différence en fait du genre masculin. Pourquoi ? Parce que eh bien c'est comme ça, parce que la société est comme ça. Sauf qu'en fait je refuse, si vous voulez, de laisser cette société rester sur j'allais dire finalement ces choses qu'on dit à chaque fois. Regardez, ah bah oui c'est normal. Non, c'est pas normal. Tout le monde en fait a sa chance et quand on est des bosseurs, quand on a l'envie, quand on a la passion, quand on est intègre aussi, eh bien faut y aller. Donc il y a plus de problème de genre. Mais vous avez parlé d'un point aussi qui est essentiel, c'est la maternité. Vous êtes maman et donc vous êtes chef d'entreprise et puis vous êtes dans la politique et donc ça fait énormément de casquettes à gérer pour une seule personne la même journée quand même. Nous, on est des Wonder Woman, hein, d'ailleurs, c'est pour ça, vous savez, on donne, j'allais dire, à toutes les femmes, d'ailleurs, je rends hommage à toutes les femmes, hein, vous savez, du plus fin fond de ma campagne de Ouladiéich, dans la région de Limlel, jusqu'à Paris et que sais-je, mais en tout cas, non, on est des Wonder Woman, on sait tout faire, c'est pas pour dénigrer les hommes sont fabuleux, bien sûr, et on a besoin des hommes, mais nous, les femmes, en fait, on a tellement, en fait, cette responsabilité, déjà, en portant la vie, en donnant la vie, que en réalité, on a quelque chose de plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, nous, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit de tomber. Donc, oui, j'ai 2 enfants, je me bats pour eux. Je leur sers d'exemple. Ma fille m'a envoyé un message la semaine dernière et franchement, ça m'a fait pleurer. Ça m'a donné beaucoup d'émotions parce qu'en fait, elle m'a dit, tu vois, je m'inscris là à Sciences Po et elle me dit, tu es le plus bel exemple, maman. Et je peux vous dire que franchement, c'est hyper touchant parce que j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Quand votre fille vous dit ça, c'est compliqué parce que je me bats pour les autres en fait. Et c'est ce que je disais dans l'interview, j'en oublie les miens. Parce que finalement, en fait, je me donne complètement pour les autres et je me dis, Alhamdoulilah ya Rabbi, finalement, en fait, peut-être que j'ai pas donné l'attention que j'ai donnée en fait et que je donne toujours à tous ceux qui ont besoin de moi en fait, hors mon noyau familial. Mais waouh, en fait, ils suivent, ils tiennent et ils s'inspirent. Donc du coup, ça a été un choc. Ouais, la semaine dernière, j'ai eu un gros coup, un gros coup émotionnel. Et ça nous amène justement aux dernières minutes et volets de notre entretien, c'est la transmission. Vous avez parlé de votre fille, mais vous parlez aussi de toutes les femmes du continent africain. On y va pour cette étape. Et on clôture justement notre échange, Rachida Kaut, avec est-ce que c'est un besoin, la transmission, ou c'est naturel pour vous ? C'est nécessaire. On n'y pense pas, mais en fait, on est tous concernés par cette question de transmission. La transmission, vous savez, c'est ce qui nous sauve en fait. La transmission de nos histoires, de notre histoire, de nos valeurs, la transmission en fait d'un savoir-faire aussi qui risque de tomber dans l'oubli. Faut pas oublier qu'en fait, en réalité, l'humanité tient justement et continue à évoluer parce que justement, il y a eu cette chaîne de transmission. Donc des valeurs parce que vous savez, vous pouvez avoir autant d'individus que vous voulez sur la planète Terre avec autant de moyens, mais si vous n'avez pas de valeurs, en fait, je vais vous dire à quoi ça sert finalement, parce que on est tous des humanistes, mais en même temps ça se perd et vous le voyez aujourd'hui avec ce monde digital, avec tout cet univers parallèle où des gens en fait se perdent. Non, faut tenir bon, faut garder en fait justement cette transmission. Cette chaîne de transmission, j'insiste. Même quand vous avez des jeunes qui viennent vous voir, même votre famille, même prenez le temps, 5 minutes. N'oubliez pas, ça peut changer radicalement en fait
la trajectoire d'une personne. Et moi, je vais vous dire, la transmission est au cœur de mon combat. La transmission est l'essence même de ce que je fais au sein du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, parce qu'aujourd'hui, on veut revenir à l'essentiel avec toutes ces crises, avec des crises aussi qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus grandes, je peux vous le dire. Je ne suis pas Madame Irma, mais en tout cas, on va vers ça. Donc, la transmission pour solidifier ce que nous sommes, pour solidifier aussi cette valeur essentielle de solidarité. Et Merci. nous, on en a besoin. Les diasporas africaines, en fait, savent le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans notre ADN. Et aujourd'hui, on le transmet en Europe, aux Occidentaux, parce que c'est une chaîne humaine. Rachida Kaout, merci infiniment d'avoir été avec moi dans Elle d'Afrique. Vous êtes une d'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Rachida Kaout. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à toutes et à tous. Et voilà, j'espère que vous avez profité de cet échange authentique, féminin, africain, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Média TV Afrique. À très vite.